Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, hommes et femmes des médias, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à mon invitation de ce jour relative à ma première communication sortie de la prison. Votre présence témoigne l'intérêt que vous accordez à votre rôle dans la vie politique, économique et sociale dans notre pays. Ce rôle d'informer les citoyens est noble, car informer, c'est aussi éduquer. Avant de vous livrer le contenu de mon propos du jour, je me soumets d'abord au rituel en mémoire des hommes et des femmes qui nous ont quittés durant mon absence pendant le séjour en prison. Merci. Mesdames et messieurs, au sortir de l'exil pénal pour mes opinions et actions politiques, je rends grâce à l'Éternel notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, pour qui et par qui toute existence prend forme sur la terre des hommes. S'agissant de la vie des hommes sur la terre, la répression et la justice sont des instruments qui règlent les rapports d'intérêt entre les hommes et servent aux détenteurs du monopole politique et de la violence légale. Conscient de cette réalité, je tiens à remercier les autorités politiques et toutes les personnes physiques et morales qui ont œuvré pour traduire en actes la décision de me priver de liberté, de mes droits et devoirs sociaux, économiques et politiques, et qui par la suite ont pris la décision de me libérer pour que je prenne à nouveau part à l'édification de mon foyer, de ma famille et de mon pays, à la fin de ma peine, à l'expiration de la peine. Dans cet état d'esprit de reconnaissance, c'est aussi pour moi l'occasion de témoigner des efforts de tous ceux qui, de près ou de loin, ont souffert de ma privation de droits et devoirs de citoyens et de mes responsabilités physiques et morales, ainsi que tous ceux qui ont investi temps et argent pour me soutenir durant cette période d'emprisonnement. Mesdames et messieurs, la politique étant au service du développement du pays, les leaders politiques et d'opinion, les opérateurs économiques et la société civile organisée se posent toute cette question. La République gabonaise est-elle une république démocratique au sens propre du terme ou un tout autre système politique que nous ignorons? Nous le savons tous, que le système politique est au service du bien-être de tous. Mais nous constatons que notre système politique ne satisfait pas les besoins primaires du plus grand nombre. Ce modèle de gouvernance peut être qualifié de système politique aristocratique et oligarchique. C'est à travers le constat de l'action de l'exécutif que nous pouvons déduire que la notion de république démocratique dans notre pays n'est pas le pouvoir du peuple. C'est plutôt une organisation d'hommes et de femmes qui se considèrent comme la République et la force de l'État. Ce logiciel politique héritage du colonisateur a démontré ses limites pour le développement de notre pays et a confisqué notre liberté politique, économique et sociale tant rêvée par des hommes et des femmes qui aiment ce pays. Ce logiciel, dit de falsification, nous réduit tous et fait de nous des adultes sous curatelle, limitant ainsi nos actions et nos rêves. Nous avons à travers le monde le modèle
des systèmes politiques non démocratiques qui font leurs preuves pour le développement économique, social et culturel. De ce fait, nous pouvons ensemble innover ou inventer une démarche politique qui rime avec nos réalités. Mettre en place un modèle politique conçu par les fils et les filles du pays, un exemple, un modèle pour le concert des nations. Mesdames et messieurs, les événements du 16 juin 2017 qui m'ont conduit à la prison centrale de Libreville ont défrayé la chronique en ouvrant la porte à de multiples interprétations et commentaires de tout genre dans l'opinion nationale. De quoi s'agit-il? Pour les acteurs du moindre effort, je serai un dangereux mercenaire au service du PDG pour brouiller les pistes des politiciens dits de l'opposition. Pour les observateurs avertis, un dangereux terroriste, criminel, capable de tout détruire. Pour les politiques, un acteur solitaire, isolé, non contrôlable et incertain. Pour ceux qui suivent, un citoyen qui s'exprime pour les intérêts de notre pays. Pour le reste des ignorants, un sujet de moquerie. C'est là les signes évidents et l'expression d'une population qui se cherche. Ce que tout ce beau monde semble oublier, c'est qu'étant déjà conseiller de la République, j'ai toujours agi en solitaire pour les intérêts de notre pays. Pour preuve, en 2011, après une étude détaillée des revenus tirés de l'exploitation de nos ressources de la terre de nos ancêtres, j'ai fait la grève de la faim pour exiger la révision du partage de ces revenus ainsi que le démantèlement des bases militaires françaises installées dans notre territoire. En 2014, j'ai saisi la justice en me constituant partie civile contre les sociétés de l'industrie extractive opérant dans notre pays pour des crimes économiques, falsification et fausses déclarations fiscales. En 2016, faisant suite à des recherches approfondies sur les traités et les accords qui nous lient à d'autres nations, j'ai présenté à mes compatriotes le projet de révision des accords de coopération qui nous lient à la République française pendant l'élection présidentielle 2016. Toutes ces actions, je les ai organisées à mes frais et au détriment de ma vie, pour les intérêts de notre pays. Il serait absurde qu'en 2017, que je décide de détruire notre maigre patrimoine immobilier étatique. Si nos compatriotes n'étaient pas atteints du syndrome de l'oubli systématique, ils auraient vite compris que les événements du 16 juin 2017 avaient pour but la même démarche, celle de protéger la terre de nos ancêtres et de préserver la dignité des personnes qui y vivent. Car 2016-2017, le climat politique avait atteint son niveau critique à cause de l'arrogance, l'orgueil et le mépris envers les citoyens et les leaders politiques dits de l'opposition. Mépris qu'affichaient ceux-là qui gèrent l'autorité et la violence légale. Ce climat faisait naître dans l'esprit des humiliés et des sans-voix un sentiment de vengeance face à l'humiliation politique. En tant qu'expert et stratège, il fallait mettre en scène un stratagème pour tirer la sonnette d'alarme, un avertissement aux faiseurs de roi de nos États que la capacité des acteurs politiques dans le jeu politique actuel n'est plus la même que celle des années 60-70, car on compte aujourd'hui dans l'arène politique des experts et des spécialistes. Si vous, la presse, aurez fait une bonne investigation auprès des autorités diplomatiques avec lesquelles je m'étais entretenu ce jour-là, vous aurez su la vérité et vous aurez diffusé de bonnes informations. Hélas, dans l'opinion nationale, on enregistre encore beaucoup de carences, parmi lesquelles le manque de lucidité dans l'analyse et le traitement de l'information. Pour ma part,
dans la démarche politique pour le développement de notre pays. Les événements qui ont conduit à ma condamnation à la réclusion criminelle sont pour vous et nous une étape dans le processus de transformation des consciences et des comportements que développent nos compatriotes face à l'agressivité du modèle politique pratiqué dans ce pays. Ces événements constituent une démonstration de la capacité d'organisation et d'action, une interpellation et un avertissement aux concepteurs des systèmes politiques dans nos États. La terre de nos ancêtres est notre bien hérité. Il ne saurait être la propriété privée d'une organisation quelconque. C'est par les fils et les filles de notre pays, c'est par le travail et la discipline que nous y serons notre pays au rang de nation stable, riche et prospère. Pour l'instant, nous le savons tous, que le jeu politique en vigueur a atteint ses limites avec l'élection présidentielle d'août 2016, au regard des stigmates enregistrés dans la conscience populaire, sans faire de reproches ni de vains commentaires. Vu que c'est un système d'organisation d'hommes et de femmes, nous dirons simplement que si les hommes et les femmes en charge de crédibiliser notre jeu politique craignaient l'Éternel, notre Dieu, et considéraient la voix du peuple, ainsi nous éviterons les troubles de notre vivre ensemble, ces troubles qui renforcent les stigmates et les rancunes contre les détenteurs du pouvoir politique et donnent naissance à ce désintéressement par les citoyens des valeurs sacro-saintes de nos ancêtres et la chose publique. La notion d'État et de nation sont devenues des vains mots parce que les détenteurs de l'autorité et le citoyen travaillent sans amour pour le pays. Le pouvoir démocratique est vidé de sa substance souveraine. C'est le résultat de 60 ans d'exercice d'un système politique qui tue le rêve et décourage l'ardeur à l'union, au travail et à la justice. Mesdames et messieurs, de retour dans l'arène politique après ces années d'exil carcéral, je prends langue avec les compatriotes et dans les tout prochains jours, un monument sera élevé sur la terre de nos ancêtres en l'honneur de l'Éternel notre Dieu, le Dieu de vérité et de justice. Cet ouvrage de portée mystique et symbolique constitue un signe de notre prise de conscience et de l'acceptation de notre ignorance des voies qui nous conduiront à la paix tant prônée par tous. Ce monument reflètera notre capacité physique, intellectuelle et spirituelle à agir politiquement, socialement et économiquement pour le bien de tous. À l'inauguration de cet ouvrage, je livrerai un important message à la nation et je partagerai avec vous les enseignements reçus lors de mon séjour à la prison centrale de Libreville, lieu emblématique de l'histoire politique de notre pays, où les hommes et les femmes ont marqué sur des murs conçus de pierres taillées les raisons de leur séjour pour le combat en faveur de la liberté politique, la justice sociale et la démocratie dans notre pays. Enrichi de cette expérience, je reste constant dans ma démarche politique pour le développement de notre pays. Fermement attaché à l'esprit des valeurs qui font notre vivre ensemble, cet esprit de vérité, de justice et de liberté, cher à nos ancêtres, a permis de faire de notre pays une terre convoitée par tous, où l'union, le travail et la justice constituent le socle d'un peuple fort et vivant. Animé de cette force, je prends autorité et je remets mon tablier de chef de famille et de leader politique au service de la nation. Ouvrier rompu à la tâche, je ne ménagerai aucun effort pour la construction et la consolidation de notre bien commun. C'est pourquoi, devant la face du monde, nous manifestons notre volonté et notre disponibilité de partager avec les autorités politiques et diplomatiques notre démarche politique porteuse d'une offre de paix pour la prospérité de mon projet et pour le développement de la terre de nos ancêtres. Que l'Éternel notre Dieu nous délivre et nous protège. Je vous remercie.
Avant de répondre à vos questions, chers journalistes, je voudrais encore m'incliner une fois devant la nation pour présenter mes excuses à l'opinion nationale et internationale pour la frayeur vécue le 16 juin 2017 et par la même occasion, je rassure les concitoyens et les populations que mes objectifs et mes ambitions qui m'animent concourent constamment pour le développement et le bien-être des populations. Au sortir de la prison, l'offre de paix dont je suis porteur ne concerne pas que M. Ali Bongo Ondimba, mais aussi tous ceux qui sont autour de la table de la décision qui ont conduit notre pays dans la situation où nous le savons tous. Ce projet, l'offre de paix, est mon projet pour le Gabon, notre pays. Je vous remercie. Attention, les lives. Oui, je suis à votre disposition. Alors, mes chers amis, donc, Djengi Lukaga, chef de votre télévision première. Ma préoccupation, et je préfère commencer par la fin de votre déclaration, votre communication. Lorsque vous annoncez effectivement que votre offre s'adresse aussi bien à Ali Bongo qu'à tous ceux qui veulent œuvrer pour la paix, est-ce que vous avez voulu dire clairement que vous vous mettez tout simplement à la disposition de la République? Et dans ces conditions, les Gabonais, la question qu'ils vont se poser, c'est de savoir, en vous positionnant à ce que tous les leaders politiques prennent quasiment la même posture, est-ce que vous allez, pour accompagner les autorités actuelles à rechercher les solutions pour la paix et la stabilité, mais aussi la démocratie pour laquelle vous battez, ou vous vous rangez du côté de ceux qui pensent que le système actuel ne satisfait plus, il faut le combattre pour installer un nouveau système qui puisse garantir la liberté et la justice sociale? C'est ma première question. Dans le même sens, pour faire un regroupement de questions, s'il y a une question qui va dans le même sens, oui, les micros. Il y a une baisse de tension. Oui. Je crois qu'il y a les voix qui portent. Ok. Arrête le micro, il y a les voix qui portent. Dans le même sens, Oui. aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de Roland Désiré Abba, je veux dire, face au pouvoir? Quel est votre état d'esprit? Dans le même sens avec le pouvoir, oui. Non, mais c'est surtout avec vos amis de l'opposition. Donc là, nous sommes encore avec le pouvoir. Dans le sens du pouvoir, pour globaliser, pour faire une seule réponse concernant le pouvoir. Oui. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre action, justement, elle est dans le sens de s'aborder l'opposition et de faire le succès du parti au pouvoir? Bien. S'agissant du pouvoir, nous le constatons tous, sauf hypocrisie et méchanceté, nous constatons tous que la situation sociale de notre pays va en dégradation. Nous sommes conscients que cette dégradation est le fruit d'un travail, parce que rien ne se fait sans l'appui des hommes. C'est pourquoi, par rapport aux relations que j'ai avec le pouvoir, je ne vais pas rejoindre, comme beaucoup le pensent, ou beaucoup l'ont fait avant moi, rejoindre pieds et mains liés
le système politique actuel, mais j'offre à ce système politique actuel une opportunité de paix. Je l'ai dit, je suis porteur d'une offre de paix. Et cette offre de paix ne concerne pas que M. Ali Bongo Ondimba, elle concerne toutes les personnes qui sont autour de la table de la décision politique. Par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à mes actions en faveur du pouvoir ou contre le pouvoir, je vais être un peu plus clair sur ce sujet. 2016-2017, nous le savons tous, avait atteint un niveau critique politique où les étincelles étaient visibles à l'œil nu. J'ai rejoint le groupe Jean Ping sous la demande expresse de la communauté chrétienne. Elle était conduite par le pasteur Ngwessi. Sous la demande expresse des universitaires, ils étaient conduits par le professeur Anaclé. Sous la demande de la société civile organisée, elle était conduite par Paria, Georges, et sous la demande expresse des étudiants. Donc j'ai reçu 4 groupes d'individus organisés qui sont venus me demander pendant la campagne que la nation tout entière a plébiscité de ce Jean Ping. Ce que vous posez comme sujet de projet de société, c'est bien noble, mais nous préférons, pour ne pas émietter les voix, que vous vous retrouvez avec M. Jean Ping. J'ai alors continué la campagne jusqu'à 4 jours avant la fin de la campagne pour appeler le pasteur Ngwessi, lui dire « Je vais rejoindre le groupe » après avoir interrogé tout mon état-major de campagne. J'ai rejoint le groupe et j'ai demandé expressément, en rejoignant le groupe, de ne pas m'inscrire dans la formule de remboursement de quoi que ce soit, puisque c'était ce qui était dit. Je n'ai exigé aucun remboursement. Vu la situation qui était en train de se dégrader davantage, comme elle se dégrade aujourd'hui, vu tout ce qui se faisait dans le noir, parce que vous êtes sans ignorer que nous travaillons tous dans le jour et dans le noir, j'ai pris la décision personnelle d'interpeller les autorités diplomatiques, parmi lesquelles l'Union européenne qui nous soutenait et qui déclarait fermement sur l'Assemblée de la Commission européenne et lors de leur passage ici que le président Ali n'a pas été élu. Donc, sous cette orientation, j'ai décidé de présenter à ces autorités qui semblaient déjà boiter le pas et qui recommençaient à raconter des choses qui n'étaient pas fondées, de leur démontrer que cette nation a des fils et des filles qui ont la capacité d'organisation et la capacité d'action. Je n'ai pas lâché M. Jean Ping, comme les gens peuvent le penser. Je n'ai pas brouillé les pistes de l'opposition, puisque si la commission de l'Union européenne qui était en visite à Libreville à ce moment-là et venait véritablement pour faire un travail de terrain, pour apprécier le niveau d'amertume qui était dans le cœur des Gabonais, cette action aurait pu conclure qu'effectivement, si des hommes politiques continuent à poser des actions dans le sens de la menace, ça veut dire qu'il y a un véritable problème dans le pays. Mais tout le monde a botté en touche, comme d'habitude, parce qu'on pense que la politique, c'est un jeu de tricheurs, la politique est un jeu d'hypocrisie. Mais moi, je ne fais pas l'hypocrisie pour ma nation. Tout ce que je le fais au prix de mes moyens. Je le fais au prix de ma vie. Et je le fais parce que j'aime ce pays. C'est la terre de nos ancêtres. On n'a pas choisi de naître au Gabonais. Je réaffirme que je suis porteur d'une offre de paix pour toute autorité diplomatique et politique de notre pays. Si il refuse cette offre de paix, nous verrons les conséquences. Les conséquences seront visibles. Nous sommes déjà dans les conséquences. Il faut vite intervenir pour que nous n'arrivions pas au niveau critique.
je suis porteur d'une offre de paix. Je ne rejoins pas la majorité ou je ne me mets pas à la disposition de l'État comme certains le pensent, mais je suis porteur d'une offre de paix. Je pense, la culture africaine nous dit que c'est le contenu qu'on refuse, mais la paix on ne refuse pas. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je vous affirme devant les médias, devant la communauté nationale et internationale, que je suis porteur d'une offre de paix pour le développement de notre pays et pour le bien-être des populations. Que ce soit pour les opposants comme pour le parti au pouvoir. Monsieur Abamiko, qu'est-ce qui justifie l'absence de vos anciens compagnons de la coalition pour la nouvelle République ici aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui peut justifier cette présence, c'est dans cette démarche d'hypocrisie que nous avons entretenue avec ferveur. Je tiens d'abord à vous signaler, parce que je l'ai promis, que je vais être franc et je vais aller direct au but. Pendant que j'étais dans la coalition Jean-Ping, on me regardait de travers, parce qu'on pensait que les finances que j'avais étaient les finances données par le président Ali Bongo Ondimba. J'ai réuni ici pour vos preuves, c'est une dépense personnelle de mes comptes que j'ai dépensé près de 150 millions pendant la campagne, de mes comptes, et les papiers justificatifs des retraits, les différents retraits dans mes comptes pour mener ma campagne. Mais les médias ont publié que Ali Bongo m'aurait donné 600 millions pour faire la campagne. Donc rien qu'à cause de cette information, j'étais regardé de travers. Lors des événements d'août, les autorités diplomatiques de la Guinée équatorienne m'ont créé un couloir de sécurité. Donc, j'étais en sécurité en Guinée équatorienne. Mais on a tout dit. Qu'on a extrait M. Abamiko parce qu'on savait qu'on devait venir bombarder. C'est une taupe. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Je suis un citoyen libre. Les politiques dites de l'opposition pensent que je suis un souffre-douleur du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir pense que je suis un mercenaire. Mais oui, c'est ça le mystère Abamiko. Le mystère Abamiko qui se décline aujourd'hui par l'offre de paix pour le développement de notre pays. Et qu'est-ce que les Gabonais doivent penser et qui vivent? Les Gabonais doivent voir en M. Abamiko un citoyen qui se bat pour le bien-être et le développement de notre pays. Les Gabonais qui m'écoutent aujourd'hui doivent tout simplement se mémorer et aller vers l'information pour savoir que depuis 2011, je suis en action pour les intérêts de notre pays. En dépit de tout ce que les gens peuvent raconter, je suis dans une démarche pour sortir notre pays de la léthargie qui nous détruit aujourd'hui. Cette démarche est une démarche d'intelligence et de sagesse spirituelle. Et si nous faisons semblant de ne pas écouter ce message que j'apporte aujourd'hui, nous allons vite voir dans les toutes prochaines années que ça va être toujours très difficile, très difficile, très difficile, et on ira dans toujours le très difficile. Et est-ce que pendant... Abamiko sort de la prison près d'un an avant la future présidentielle. Est-ce que vous avez un projet? Le projet de 2023 dépend des échanges que j'aurai avec les autorités politiques, diplomatiques de notre pays pour leur présenter l'offre de paix. Je ne fais pas aujourd'hui des choses avec mon intelligence parce que je pensais être intelligent et stratège, mais j'ai toujours échoué. J'ai échoué en 2011 parce que j'ai demandé la révision, mais la révision ne s'est pas faite. J'ai échoué en 2014. J'ai porté plainte contre les entreprises. Le tribunal n'a même pas daigné ouvrir le dossier. Et pourtant, j'ai payé de mes moyens 5 millions pour la constitution de parti civil. J'ai dépensé près de 200 millions à la campagne présidentielle pour porter un message SNAPA parce que j'utilisais l'intelligence physique. Je pensais que j'étais fort. Aujourd'hui, je suis nanti d'une intelligence et d'une sagesse spirituelle. Et c'est ça qui peut nous délivrer. Et c'est ça le contenu de l'offre de paix. Si les autorités politiques et diplomatiques de notre pays ne veulent pas saisir cette opportunité de l'offre de paix que j'apporte, 2023 sera bis 2005, avec toutes les conséquences que ça va avec. Les relations franco-gabonaises sont toujours un gros
sont toujours à l'ordre du jour. Dans votre combat. Plus qu'hier, les accords de coopération doivent être démantelés pour partir sur de nouvelles bases. Oui. Une question, est-ce que pendant votre séjour, votre exil carcéral, pour reprendre votre expression, vous avez reçu le soutien de M. Jean-Pierre? Il était très difficile pour moi de recevoir le soutien de qui que ce soit, vu les conditions dans lesquelles on m'avait mis en prison. Les seules personnes qui m'ont visité durant 5 ans, il n'y avait que ma femme et mon petit frère. Personne n'avait la possibilité de me visiter. Dans quelles conditions vous avez vécu cette période de détention? Je me suis dit que je suis en détention pour des actions politiques et mes opinions. Je me suis investi de démontrer aux autorités carcérales et aux autorités de ce pays, parce qu'ils avaient l'œil sur moi étant en prison, que je suis un agent transformateur. Et allez vous renseigner, j'ai transformé la prison, ne fût-ce que la détention de loi commun là où je résidais, et tout ce que j'ai pu faire là-bas a eu écho. Donc je n'étais pas en prison en tant que prisonnier, j'étais en prison parce qu'on a voulu me garder en isolement. Et j'ai transformé l'isolement dans lequel on m'a gardé. Monsieur Ababouko, je suis Désiré Pétain de la rédaction de Gabon Review. Alors, vous vous êtes réfugié à l'ambassade de l'Union européenne. Oui. Parce que si nos informations sont bonnes. Sauf qu'il s'avère que vous êtes rendu ou on vous a arrêté. Alors, on veut savoir si vous êtes rendu ou si vous avez été livré. Parce que on sait tous que l'Union européenne, c'est un territoire étranger. Alors, que s'est-il vraiment passé? Merci de m'avoir posé cette question. Et là, je vais toucher la partie qui fait mal. Vous allez remarquer que la plupart de nos compatriotes qui se disent politiques caressent tous l'Hexagone. Et que pendant la période 2016-2017, la coalition pour la Nouvelle République avait pour pilier de la revendication l'Union européenne. Parce que c'est avec l'Union européenne qui portait la voix. Et les échanges que j'ai eus avec l'ambassadeur de l'Union européenne m'ont surpris. Parce que quand je me suis rendu à l'ambassade de France, après la conférence de presse, j'ai échangé près de 45 minutes avec l'ambassadeur. J'ai appelé l'ambassadeur de l'Union européenne pour lui dire « Je suis en route conformément à ce que je vous avais déjà dit ». Il me dit « Je suis au bureau ». Il me reçoit. C'est dans son bureau. Pendant que je suis en attente, je lui ai déjà dit tout ce qu'on s'est dit par rapport à tout ce qu'il sait, que l'action est déjà sur le terrain. Je suis surpris que dans ses va-et-vient, il m'amène un verre d'eau. Monsieur Abba, vous avez soif? J'ai senti que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Et 15-20 minutes après, un commando est rentré dans le bureau de l'ambassadeur de l'Union européenne et s'est emparé d'homme. En gros, vous avez été livré? Livré. Alors, monsieur Ababouko, pour aller un peu plus loin, dans le même sens, lorsque vous évoquez le verre d'eau, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je n'insinue pas le verre d'eau que c'était la trahison. Je ne lui ai pas demandé l'eau. Il amène un verre d'eau. Vous avez soif? Je n'ai pas soif. En situation de combat, on n'a pas soif. On n'a pas faim. J'étais en situation de combat. Et vous, les journalistes, il faut le savoir. Cette situation qui m'a amené à l'ambassade de l'Union européenne était pour faire venir M. Jean Ping et M. Ali Bongo Ondimba et l'ambassadeur de France qui avait déjà saisi l'Élysée. C'est pourquoi vous avez vu que l'information vous est venue de l'extérieur et non de l'intérieur. C'est les médias étrangers qui ont commencé à vous informer. On devait, sous la stratégie de la dissuasion, c'est la meilleure stratégie militaire au monde, la dissuasion. J'ai presque envie de dire, dans les guerres, c'est la dissuasion qui fait gagner la guerre. Donc, dans l'esprit de la dissuasion, il fallait faire venir tout ce monde dans le bureau de l'ambassadeur de l'Union européenne pour en terminer avec ce problème qui meurtrit les Gabonais. Mais j'ai été livré. Alors, M. Ababouko, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre séjour carcéral et aussi celui des autres prisonniers politiques? Bon, et quand je suis rentré en prison, j'ai fait 6 mois d'isolement dans le noir. 6 mois d'isolement.
Et au bout de 6 mois, on m'a sorti de l'isolement, on m'a envoyé dans la détention de droit commun. De la détention de droit commun, on m'a envoyé au 3e quartier. Et du 3e quartier, j'ai un cerveau qui tourne à 100 l'heure, j'ai du mal à le garder sans faire quelque chose. C'est pas que je me vante. Je suis inventeur, pour ceux qui le savent, je suis chercheur, je suis expert. Donc rester en cloisonnement et ne pas gratter le papier, ça peut me rendre fou. Je décide alors de transformer les détenus que je voyais, des jeunes enfants qui, à la limite, qui sont encore en âge d'apprendre. Je propose au directeur de la prison que je peux former les élèves à passer l'examen de BAC et de BPC en prison, enseigné par les prisonniers, et qu'on les propose aux examens. Si ça marche, tant mieux. Comme ça, au lieu de perdre le temps dans la prison, on peut au moins faire la prison et avoir le bac. Le directeur me l'accorde sous forme de test. Il dit, mais on verra si ça peut produire quelque chose. La première promotion, j'ai 9 élèves. 9 élèves au bac et 16 élèves en BPC. Et j'ai fait le 100%. Avec les moyens de bord. Vous êtes en train de nous dire que le gouvernement qui se satisfait de la réussite des prisonniers aux examens, oui. Et en fait de votre fait, ou du fait d'autres prisonniers. Interrogez les élèves. Interrogez simplement les élèves. Vous les connaissez sûrement. Prenez en interview n'importe quel élève, ils vous diront que c'est M. Abamiko qui organisait tout le programme en détention. Donc avant vous, il n'y avait pas de système d'apprentissage pour ces jeunes? Avant moi, on m'aurait dit qu'il y a eu quelques tentatives, mais qui n'ont pas abouti. Et le fruit de cette collaboration avec les autorités carcérales a conduit à la construction d'un établissement flambant neuf en milieu carcéral. Où désormais, le ministère de l'Éducation nationale, la coopération de la francophonie et l'UNICEF ont mis les moyens et savent qu'actuellement, on forme des détenus à la réinsertion scolaire en milieu carcéral au Gabon. Oui, à propos justement de votre détention continue, pour qu'on puisse bien comprendre les circonstances. En fait, vous étiez en train de nous raconter comment vous étiez détenu. Oui, et comme tout le monde, je mangeais la ration du jour. Puisque je n'avais pas de visite, je mangeais la ration normale, le morceau de pain avec la boîte de sardines. Oui, et je ne buvais pas l'eau minérale, je buvais le goudron qu'on sert en prison. Je dis, je suis en milieu carcéral, je vis la prison telle qu'elle se présente. Monsieur Abamiko, on peut quand même comprendre, vous avez expliqué certainement certes dans votre déclaration préliminaire, mais pourquoi des bombes factices? Alors, je le disais tout à l'heure, que la meilleure défense ou la meilleure stratégie en termes d'action politique ou militaire, c'est la dissuasion. Je savais très bien qu'en présentant aux autorités françaises la maquette du NT-60, c'est un explosif qu'ils utilisent pour tous les mercenaires qui font dans les pays africains. Le NT-60 est un explosif français. En leur présentant la maquette, je suis un ingénieur. Donc si je monte une maquette, c'est la photocopie. Donc, quand l'ambassadeur de France voit le TNT-60 à ma possession, il sait que c'est un danger. Mais, qu'est-ce qu'on a pour pouvoir détruire d'abord les pauvres? Qu'est-ce qu'on a à détruire, sincèrement? Les populations qui sont déjà meurtries, découragées, désabusées, qu'est-ce qu'on va détruire? Les miettes, les quelques bâtiments qui sont debout? C'est une dissuasion militaire, une dissuasion stratégique. C'est pourquoi au tribunal, j'ai dit c'est un canular politique. Mais malheureusement, j'ai entendu que les médias ont interprété canular. Peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi un canular. Un canular, c'est abuser de l'intelligence de ton adversaire. S'il y avait des bombes, tant pour moi, au moins quelque chose aurait sauté. Mais pourquoi rien n'a sauté? S'il y avait des bombes, on aurait présenté au moins une seule. J'ai entendu bombe manioc, bombe banane, bombe je ne sais plus trop quoi, mais c'est l'ignorance. C'est tout simplement l'ignorance. Je peux vous le révéler aujourd'hui, je suis un scientifique et connu.
Je suis agréé à l'organisation de la propriété intellectuelle. Je dis la dissuasion, un exemple de dissuasion. Aucun individu n'a mis pied sur la Lune, aucun. Mais vous le savez tous que les Américains y sont allés. Mais personne ne peut aller dans la Lune. Personne ne peut sortir de la voûte terrestre parce que les matières de la Terre ne peuvent pas survivre après la voûte terrestre. Donc avec quoi ils iront à la Lune? Personne. Donc c'est une dissuasion. C'était la guerre des étoiles. Le plus rapide a mis un scénario en place qu'il a atterri dans la Lune et il a doublé les autres. Aujourd'hui, la guerre qui se passe quelque part, je ne veux pas l'aborder. Quelqu'un nous dit qu'il a Satan 2, qui peut tout détruire. Mais qu'il a vu, c'est de la dissuasion militaire. La dissuasion est le meilleur instrument de stratégie. C'est la dissuasion. Alors, monsieur Roland Bamiko, maintenant que vous avez tout dit, nous savons dans quelles conditions vous avez été détenu, livré, ensuite détenu. Les Gabonais vont se poser une question. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire chaque jour? À partir d'aujourd'hui, je l'ai dit dans mon discours, dans les tout prochains jours, un monument sera élevé en l'honneur de l'Éternel, notre Dieu. Après cette conférence, je me mets au travail pour élever le monument. Ce monument est la porte qui va nous ouvrir le passage des anges de Dieu sur notre terre, afin que la méchanceté, afin que l'hypocrisie, le mensonge, l'adultère, tous les mots qui nous enlissent dans la malédiction soient levés. Je ne veux pas me paraître ici comme étant un pasteur pour dire que l'Éternel, notre Dieu, dit, si un seul suit sa voix, c'est tout le pays qui change. C'est pourquoi je veux dire aux autorités, dans la démarche, ce n'est pas des alouettes, ce n'est plus une dissuasion pour dire je vais encore leur dissuader de... Non, c'est une démarche. Je le leur propose. S'ils la refusent, je l'applique. Les conséquences, ils en assumeront. Ça veut dire que désormais, vous devez aller vous-même vers les autorités et les autorités diplomatiques et politiques pour leur faire cette proposition. J'ajoute à sa question. Oui. Vous faites confiance à ces autorités qui vous ont trahi? Je fais confiance à tous les Gabonais. Notamment les diplomates. Je fais confiance à tous les Gabonais, d'abord. Et je garde des relations d'intérêt avec ceux d'ailleurs. C'est des relations d'intérêt. L'Union européenne a des intérêts qui défendent ici. Je les ai bien compris. L'Union européenne ne pouvait pas. C'était à leur niveau aussi un entourloupe qui nous faisait croire qu'ils sont... La Commission européenne va, ainsi de suite, on va geler ceci. Est-ce que quelque chose derrière moi s'est fait? Rien du tout. C'était que de la parole, du dilatoire. Et comme c'est le dilatoire que les hommes aiment plus écouter que la vérité, voici, je mets un seau de tabac de chambre indien ici, un seau de bonbons, tout le monde ira au seau de tabac. Voilà. Simplement. Monsieur Abam, peut-être si quelqu'un n'a pas de questions. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez rencontrer toutes les autorités, autant diplomatiques que les pouvoirs locaux. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Au terme de tout ça, vous serez candidat, vous ne serez pas candidat, puisque vous avez dit vous déciderez après tout cela. Après les échanges avec les autorités, ce n'est pas une élection qu'on va organiser. Vous êtes tous d'accord avec moi, mes chers compatriotes, que l'expérience des élections ne nous a rien produit depuis 30 ans. 63, il y avait des troubles. 93, des troubles. 98, les troubles. 2005, les troubles. 2009, les troubles. Est-ce qu'on a déjà organisé une seule élection dans ce pays où il n'y a pas de troubles? Donc, ce n'est pas la voie des élections qui peut nous amener à un changement de régime. C'est non plus la voie de la violence. Parce que si certains pensent qu'ils peuvent prendre les armes à gauche pour attaquer à droite, j'ai presque envie de leur dire devant ce micro, n'essayez pas. Ce n'est pas la voie qui peut nous conduire. Donc, je réponds à votre question. La voie des élections ne peut pas nous amener à un changement de régime. C'est une négociation bien entamée qui peut nous amener à un changement de régime. La peur que les autres ont doivent être balayées et les inquiétudes des autres doivent être assainies. Et ensemble, on arrivera à une transition. Je l'ai dit dans mon discours, on a des modèles non démocratiques qui font leur preuve. On peut en citer des pays où
Il n'y a pas la démarche démocratique, mais le pays se développe et la condition sociale des populations elle est acceptable. Un pays qui n'arrive pas à payer l'effort des retraités, j'ai presque envie d'utiliser le mot, c'est la malédiction. Est-ce qu'on peut se reconnaître que nous sommes dans une malédiction? Une société qui fait le ramassage d'ordures dans un autre pays réussit, mais quand il vient faire le ramassage d'ordures au niveau de notre pays, il échoue. On bouche un trou aujourd'hui, demain le même trou sera à nouveau ouvert. Vous ne remarquez pas ça? C'est normal. Vous ne pouvez pas remarquer parce que quelqu'un ne tire pas nos regards sur ça. Mais c'est des signes du retardement, de l'éternel recommencement dans lequel nous sommes inscrits. Nous ne pourrons réussir aucun projet tant que nous ne nous inscrivons pas dans la paix. Et pas la paix des mots, la vraie paix. La paix qui vient de Dieu. Et pour arriver à cette paix, il faut qu'on communique. Justement, le président Ali Bongo a tendu la main à toutes les forces vives de la nation, à tous les hommes politiques. Quelle est votre réponse par rapport à... C'est une bonne démarche. C'est une bonne démarche et c'est pourquoi je disais, ce n'est pas la main tendue qu'on refuse, c'est le contenu de la main tendue. Est-ce que le contenu de la main tendue sera serein? Est-ce qu'il concourra à apaiser la rancune, la rancœur, l'amertume qui est dans le cœur des Gabonais aujourd'hui? La nation est comme le père et la mère d'un homme. Tu peux beau être ministre. Si ton père et ta mère ne sont pas en harmonie avec toi, tout ce que tu fais n'est qu'éternel recommencement. Si le pays, si les Gabonais ne retrouvent pas la paix du cœur, rien ne peut se faire. Il y en a parmi nous, peut-être, qui ont perdu des personnes. Mais cette rancœur, cette souffrance, ces blessures, elles ne vont pas guérir parce que quelqu'un peut modifier les chiffres lors d'une élection ou parce que quelqu'un est plein d'orgueil et d'arrogance. Non, il faut rassurer les populations, il faut ramener la sérénité pour que l'esprit de la nation qui s'imprègne dans le cœur de tous les Gabonais nous redonne la force de conduire notre pays vers la prospérité. Certains compatriotes qui nous regardent se questionnent sur l'origine de vos finances. Vous avez sorti un montant exorbitant tout à l'heure qui est de 200 millions de francs. Alors, quelle est la source de revenus de M. Abamiko? Monsieur Abamiko, après ses études, je parle sous le contrôle et le regard de mes compatriotes qui ont fait des études avec moi, promotionnaire de sa promotion. Et quand il rentre au Gabon, il décide de s'investir dans les affaires. Depuis 2000, M. Abamiko est dans les affaires. Certaines marchent, d'autres ne marchent pas. Mais s'agissant des centaines de millions dont je faisais état, M. Abamiko est expert international en matière de propriété industrielle. Et il travaille avec des firmes internationales. Lors de mes auditions, on m'a posé cette question. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Parce qu'ils avaient tous mes mouvements financiers. Parce que, comme les gens pensaient, que c'est peut-être Ali qui m'aurait donné de l'argent, ou que quelqu'un à l'extérieur me financerait. Non. Les finances de M. Abba sont le fruit de son travail, qu'il met à la disposition pour le bien-être des Gabonais, pour atteindre le bien-être et le développement de notre pays. Laurent, BBC Afrique, Charles Stéphane Lamou, désolé pour le retard. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de mettre des couleurs assez particulières, c'est du rouge sur du blanc. Vouliez-vous passer un message particulier à travers cette coloration? Je passe un message, pas je veux passer un message, je fais passer un message. Lors de la campagne, vous avez vu que les banderoles qui étaient érigées un peu partout dans la ville, les échangeurs et les lampadaires, étaient en rouge-blanc. Vous remarquez aujourd'hui que je suis aussi habillé en rouge-blanc. Et que même quand je suis sorti de la prison, j'étais en rouge-blanc. Le rouge est une couleur de victoire. Le rouge est une couleur d'autorité. Le rouge indique la démarche spirituelle vers Dieu. Donc, M. Abba serait toujours vêtu de rouge-blanc, ou de bleu-blanc, ou de rouge-blanc, bleu-blanc, ou noir-blanc.
C'est la première rencontre que vous avez avec la presse depuis votre remise en liberté. Oui. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Décliner devant la communauté nationale et internationale et au regard de tous les Gabonais cette démarche d'offre de paix que j'apporte pour le développement et le bien-être des populations. Et cette offre de paix est une démarche qui s'appuie sur l'intelligence et la sagesse spirituelle qui doit être la clé pour nous sortir de la malédiction dans laquelle nous baignons depuis un bon moment. Pour ceux qui sont chrétiens, je le dis, je le redis, je ne m'inscris pas en pasteur ni en religieux. Pour ceux qui sont chrétiens, les signes, les 37 signes qui accompagnent des hommes et des femmes ou un pays qui s'inscrit dans la malédiction sont clairement définis dans la Bible. La Bible n'a pas été écrite pour les Gabonais ou pour les Africains. La Bible est un document historique qui a fait ses preuves et qui est resté au fil des générations toujours présent. Si la Bible contient de la vérité, alors on peut croire que les 37 signes qui accompagnent ceux qui sont dans la malédiction sont vrais. Et que si ces signes sont visibles et vivants dans notre pays, c'est que nous sommes dans la malédiction. Et que rien ne peut se faire. Nous ferons toujours du surplace. Monsieur Gamilou, bonjour, le siècle de la radio Urban FM, je m'excuse, je vous entends également. Ma question est de savoir si, parce que tout à l'heure vous avez parlé de la paix des cœurs, votre période de détention, est-ce que vous a permis de pardonner à ceux qui vous ont trahi et à ceux qui vous ont envoyé en prison? Pardonner, ça c'est un mot qu'on entend beaucoup dans les milieux chrétiens, l'amour et le pardon. Ce n'est pas le pardon, mais c'est la maîtrise et la compréhension de la situation. Et quand on maîtrise et on comprend mieux une situation, on agit mieux. Voilà. Monsieur le Président, Juliette Bayard de True News Africa. Alors, au regard de ce que vous avez accompli en milieu carcéral et de l'expérience que vous avez acquise et accumulée, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser que finalement, ce passage à 100 familles a plutôt été bénéfique pour vous? Je le confirme. Le passage à 100 familles m'a permis de faire l'arrêt, d'examiner toutes les démarches que j'ai déjà entreprises pour notre pays, d'examiner la situation de ma famille, la situation de mon foyer, la situation de notre pays, et de trouver les armes nécessaires pour sortir de cette situation. Ça a été plutôt un regret, mais une joie d'avoir fait un arrêt et d'être en prison. Ça, je vous le dis de tout cœur. Un dernier mot. À vos compagnons politiques, qu'est-ce que vous recommandez? De poursuivre le combat pour la libération du Gabon ou bien? Le combat sous la forme, aujourd'hui, en s'appuyant sur l'organisation des élections, qu'on pense qu'on peut faire de l'alternance à partir des élections est un leurre. L'élection 2016, c'est le clou. Après l'élection 2016, je ne sais pas quel type d'élection on peut encore organiser et espérer que c'est par l'alternance qu'on peut avoir, par l'alternance politique du jeu des élections qu'on peut arriver au changement de régime. C'est un rêve. Donc, je ne m'inscris plus dans ce rêve. Je leur dis, je suis porteur d'une offre de paix. Et si ils veulent, ils n'ont qu'à écouter l'autre. Et ensemble, on peut atteindre cette alternance. Un dernier mot, c'est peut-être revenir un peu sur cette offre de paix que vous faites. Elle repose sur quoi concrètement? C'est le dernier mot comme il le souhaite. L'offre de paix repose sur une démarche en utilisant la sagesse et l'intelligence spirituelle. Vous nous invitez dans une réflexion philosophique. Ce n'est pas une réflexion philosophique, c'est une démarche. Une démarche n'est pas une réflexion. Je dis bien, l'offre repose sur une démarche en utilisant l'intelligence et la sagesse spirituelle. Merci. Si nous avons terminé, j'espère que j'ai répondu aux questions que les Gabonais se posent. Parce que moi, je voulais vraiment répondre aux questions des Gabonais lambda qui sont des parfaits ignorants et qui divaguent dans tous les sens. Donc,
si les journalistes, vous avez vu qu'il y a eu une sélection, c'est parce que je compte sur la qualité de votre travail et je sais le travail que vous faites.